Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième et nouvel épisode de Philosophy Storia. Aujourd'hui nous continuons notre aventure avec Aristote, c'est donc le deuxième épisode sur Aristote, un épisode dans lequel nous allons aborder sa conception de l'univers, de la nature et du vivant. Nous allons somme toute parler de sa physique. Au cours du dernier épisode nous avons abordé sa logique et sa métaphysique, et vous allez comprendre pourquoi il était nécessaire d'effectuer les préliminaires sur ces sujets car tout découle chez Aristote de sa logique et de sa métaphysique, et notamment sa conception de l'univers et du vivant. Je vous propose de commencer tout de suite, d'abord en parlant de l'univers, du ciel et de la terre, avec une citation d'Aristote. Pour Aristote, le ciel est divin et immortel. Je le cite. La borne du ciel renferme le temps de toute chose et l'infinité elle-même. C'est ce que l'on appelle l'éternité, tirant le nom qu'il exprime de sa vie éternelle, subsistant d'une existence immortelle et divine. Fin de la citation. Cela veut dire que la partie visible de l'univers, à savoir le ciel, aussi appelé Uranos, est ce qui est le plus apparenté à la nature séparée et immuable de l'être divin. Et c'est à partir de lui que la vie et le mouvement se communiquent au reste des êtres. On retrouve cette phrase dans le traité du ciel. Un traité, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, est une sorte de cours didactique. Ce n'est donc pas un essai. Le traité du ciel, donc, fait la continuité entre la métaphysique, que nous avons abordée lors de l'épisode précédent, et les sciences. Aristote s'interroge sur l'organisation cosmique de l'univers, ainsi que sur la nature du ciel. Il considère que le ciel, c'est-à-dire la voûte céleste étoilée, est le principe de tous les mouvements cosmiques, physiques et terrestres. Il est ce qu'il y a de plus divin parmi les substances matérielles. Son objectif consiste donc à déterminer sa nature, la nature de son mouvement, et la manière dont ce mouvement se communique aux êtres placés en son sein. Aristote établit une cartographie astronomique de l'univers en faisant du ciel la limite de l'univers et de la Terre qui est établie en son centre. Aristote considère que le ciel est le contenant de tous les êtres, car rien ne peut être en dehors de lui, ni espace, ni vide, ni corps. Il contient tout, c'est la borne physique de l'univers. Au début du traité du ciel, Aristote distingue les mouvements circulaires des mouvements rectilignes. Le mouvement circulaire est un mouvement parfait, car il revient toujours sur lui-même. Il est donc associé à l'immobilité. En effet, les étoiles reviennent toujours au même endroit, selon l'heure et le jour. Les êtres mus circulairement ne souffrent d'aucune altération ni modification. Pour Aristote, le ciel est fini et non infini. Il n'est pas apérone, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, sur l'apérone. Ainsi, le mouvement circulaire du ciel parcourt un espace fini dans un temps fini. Au contraire, l'infini est une marque négative car il est sans limite, sans borne, sans commencement ni fin. Il n'est pas retour sur soi. Un mouvement infini serait un mouvement désordonné et chaotique, caractérisé par l'absence de perfection. L'éternité du mouvement circulaire est une éternité qui fait du ciel son propre commencement et sa propre fin. Le ciel est, par son éternité, autosuffisant et son mouvement est absolu. Aristote distingue deux ordres de réalité qui correspondent à deux lieux de l'univers, le monde supralunaire et le monde sublunaire. Le premier désigne l'Uranos, qui représente les principaux astres. C'est le mouvement parfait et divin. Quant au monde sublunaire, auquel appartient la Terre, il ne connaît pas la perfection, et les êtres vivants qui le peuplent sont animés par un principe de mouvement, la nature qui doit les mener à la réalisation de leur essence. Aristote a une conception géocentrique de l'univers. Le cosmos est un assemblage de sphères concentriques, et cette vision sera remise en cause bien plus tard par les idées héliocentristes de Copernic. Le ciel supralunaire est le moteur immobile, c'est-à-dire Dieu. Je cite Aristote. La cause initiale de tous les mouvements, sans exception, c'est le principe qui se meut soi-même, tout en restant immobile, car nous avons démontré que ce qui donne en premier lieu le mouvement doit être soi-même dans l'immobilité. Fin de la citation. En effet, nous avons démontré l'immobilité du dieu aristotélicien lors de notre épisode précédent sur sa métaphysique. Aristote conçoit que le mouvement initial qui entraîne avec lui l'assemblage des mouvements possibles dans l'univers est assuré par un principe dont la nature est de communiquer le mouvement tout en étant lui-même immobile. Le traité du mouvement des animaux s'empare de la question de la détermination des causes qui sont à l'origine des mouvements et des modifications dont les êtres vivants sont l'objet.
il est nécessaire de remonter à la première cause du mouvement avant de décrire ensuite la diversité des mouvements et leurs applications. Aristote s'interroge sur les différents types de changements qui composent les êtres vivants. Le principe ne peut être principe qu'à condition d'être premier, tel que Dieu, tel que ce mouvement immobile premier. Être premier signifie être autosuffisant et absolu. L'être qui est la cause initiale de tous les mouvements est nécessairement immobile, car comme nous l'avons signifié, l'immobilité est la perfection et l'autosuffisance. En effet, le mouvement signifie une réalisation de son essence. Alors, ce qui est immobile est fini et parfait, car il n'a pas besoin d'être réalisé. Même si la Terre est immobile pour Aristote, les choses qui s'y trouvent sont en mouvement et ont besoin d'être réalisées. En outre, chaque être vivant possède un moteur immobile, car si l'individu garde son essence particulière, il ne peut changer totalement sans qu'il y ait quelque réalité qui demeure la même. Si la matière est substrat de l'individu, elle n'est en aucun cas cause finale du mouvement. La cause finale du mouvement se trouve dans la forme. Ainsi, la forme est l'essence déterminée de l'individu et sa cause finale, ce vers quoi tous les mouvements et les actes sont orientés. Elle est donc d'une certaine manière un moteur immobile. Moteur car elle est cause de son mouvement, immobile, puisque son essence ne change pas. En effet, l'essence de l'homme ne change pas. Nous les reconnaissons dans la rue. En tant que pensée divine, Dieu, ou le bien, ou encore le moteur immobile, est la cause finale de tous les êtres. Elle est le moteur initial, c'est-à-dire qu'elle forme. Cette pensée divine est aussi immobile, car elle ne subit aucun mouvement ni imperfection. Pour résumer, Aristote pose 3 principes qui s'unissent autour d'un moteur immobile. 1. Tous les changements s'expliquent par la cause finale qui n'est autre que le bien, ou la pensée divine. 2. Cette cause finale fait apparaître en chaque chose l'existence d'une forme. 3. La communication du mouvement local se fait par l'intermédiaire du corps le plus divin, le ciel, et du mouvement le plus parfait, le mouvement circulaire. Pour Aristote, il existe 5 éléments, et leur mouvement est naturel. Je le cite. Il n'y a qu'un seul principe pour les corps dont se compose la nature des corps soumis au mouvement circulaire. Il y a 4 autres corps formés par les 4 principes dont le mouvement est double, l'un partant du centre, l'autre se dirigeant vers le centre. Ces 4 éléments sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Fin de la citation. En effet, l'assemblage des corps de l'univers sont constitués par 5 éléments. Les plus purs appartiennent à l'Ouranos, le ciel supralunaire, et sont composés d'éther, tandis que les autres corps sont composés de feu, d'air, d'eau et de terre, et sont caractérisés par 2 mouvements principaux, vers le haut, qui s'éloigne du centre, et vers le bas, qui se rapproche du centre. Il existe dans le monde 2 mouvements locaux principaux, le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne, comme nous l'avons vu précédemment. Le mouvement parfait est le circulaire, et correspond au corps le plus divin, Ouranos. Or, tous les corps sont composés de corps physiques élémentaires, appelés pour cette raison les éléments. L'Ouranos est composé par l'élément le plus pur, l'éther. L'éther, E-T-H-E-R, est un corps physique élémentaire dont la nature est pure et appropriée au mouvement circulaire du ciel. Autrement dit, il existe d'autres éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, qui possèdent des natures différentes et se traduisent par des mouvements opposés. Le feu et l'air, et tous les corps composés de ces éléments, se meuvent par nature vers le haut, tandis que la terre et l'eau, et tous les autres corps composés à partir de ces éléments se meuvent par nature vers le bas. Les corps qui s'élèvent sont considérés comme légers par nature, tandis que les corps qui restent sur Terre et redescendent sur elle, quand ils sont lancés par exemple, sont considérés comme lourds par nature. Mais il se peut que certains corps soient mus par des mouvements dits contre nature. Par exemple, une pierre peut être lancée en l'air, ce qui est une contrainte ou une violence exercée à son égard, par un agent extérieur. Mais tôt ou tard, la pierre suivra sa tendance naturelle qui est de retomber sur la terre. Passons maintenant à l'étude de la nature. Aristote nous dit « La nature est un principe et une cause du mouvement et du repos pour ce dans quoi elle réside originellement, en soi et non par accident. » Fin de la citation. Cela signifie que tout changement et tout mouvement poursuivent une fin qui n'est autre que la nature en soi de la chose individuelle. La nature d'une chose individuelle est donc l'essence vers laquelle cette chose tend.
C'est elle qui la fait se mouvoir, et lorsque la chose atteint sa fin, c'est-à-dire la réalisation effective de son essence, elle est alors en repos. La physique est l'ouvrage principal d'Aristote concernant la notion de nature, physis en grec. Les philosophes grecs ont tous traité de la nature et l'ouvrage d'Aristote s'inscrit dans cette perspective. L'objectif principal de cette étude est de comprendre les principes qui régissent le devenir des êtres vivants, c'est-à-dire les causes qui expliquent leur naissance et leur destruction, leur changement et leur repos. La nature est un principe inhérent à tout être vivant. Elle est l'essence vers laquelle toute chose individuelle tend afin de parvenir à son achèvement. C'est en ce sens qu'elle est cause finale vers laquelle les mouvements naturels d'une chose sont orientés. Ainsi, la graine à l'arbre pour nature achevée. L'arbre est la cause finale vers laquelle les changements subis par la graine sont orientés. C'est en fonction de ce principe que tout être se transforme et vit. Le mouvement est donc l'indice d'une transformation qui a pour fin la réalisation effective, en acte, de la nature qui est en chaque chose. Par conséquent, le repos est au contraire l'indice que la chose a atteint sa fin puisqu'elle n'a plus besoin de se mouvoir. Le repos est l'absence de mouvement. Aristote fonde là une physique finaliste, autrement dit, les phénomènes naturels sont expliqués par une cause finale. Il propose de cette manière la première théorie systématique du monde comme soumis à une finalité ultime. La nature est la cause finale qui détermine les mouvements de l'individu dont elle est le principe. C'est donc un déterminisme. Cette doctrine fut attaquée de toutes parts au XVIIe siècle, qui marque le début de l'effondrement de la physique aristotélicienne et de son statut de science. Nous pouvons reconstituer ces attaques en 3 points principaux. D'abord, Spinoza, dans son éthique, identifie l'emploi de la cause finale en métaphysique et en éthique à une illusion. Il est également attaqué par Galilée. Le mouvement obéit au principe d'inertie, qui relève d'une causalité efficiente et non d'une causalité finale, et le repos n'est donc pas absolu. Le mouvement et le repos sont relatifs au référentiel utilisé pour mesurer le mouvement d'un corps. Troisièmement, les sciences physiques deviennent au XIXe siècle des sciences expérimentales. La conséquence est l'exclusion de toute référence à la finalité au nom du principe d'objectivité. Les lois et les causes des phénomènes ne peuvent être fondées que sur des hypothèses vérifiables de manière expérimentale et sur des principes liés au déterminisme physique. Cependant, nous allons trop loin dans notre histoire. Revenons-en à Aristote. Nous allons aborder son étude des 4 causes. Je cite. On appelle cause, en un premier sens, la matière immanente dont une chose est faite. Dans un autre sens, la cause, c'est la forme de l'espèce. Mais la cause est encore aussi le principe premier du changement et du repos. L'auteur d'une décision est cause de l'action. Enfin, la cause est aussi la fin. Cela veut dire qu'Aristote considère qu'il existe 4 causes principales pour expliquer la nature des choses. La cause matérielle, la cause formelle, la forme ou l'espèce, la cause motrice, la délibération d'un individu, et la cause finale. C'est là l'étude du devenir. Il propose une détermination plus précise des principes qui sont à l'origine du devenir. 3 principes sont nécessaires, la matière, la forme et la privation. Il cherche également, par là même, à expliquer les causes de la génération des choses. L'ensemble de la génération des êtres naturels, comme artificiels, peut être exprimé grâce à ces 4 causes. D'abord, la cause matérielle. C'est la matière des choses. En effet, la cause désigne ce dont une chose est faite, et ce dont elle provient. Ainsi, les reins est la cause matérielle de la statue, puisque les reins est la matière dont celle-ci est constituée. Aussi, un arbre provient du bois, etc. La deuxième cause est la cause formelle, c'est-à-dire la forme ou l'espèce. La forme désigne les propriétés naturelles et essentielles de l'individu indépendamment de sa matière. Ainsi, l'artiste constitue sa statue en ayant à l'esprit sa forme ou le modèle de la statue. Il appelle cette cause également l'espèce, car l'espèce définit les propriétés essentielles de l'individu. Il appelle aussi quiddité. Notons que le terme de quiddité répond à la question « qu'est-ce que ?» quelque chose. C'est en un certain sens l'essence d'une chose. La troisième cause est la cause motrice. Elle désigne l'agent qui réalise la génération ou la modification d'une chose. Ainsi, l'artiste est la cause motrice de la statue. Et enfin, la cause finale correspond au sculpteur qui fabrique la statue afin d'honorer un lieu de culte.
Son acte de production relève d'une intention qui possède un but déterminé. Et c'est ce but déterminé qui explique la création de l'œuvre d'art, à savoir que cette statue doit orner un temple. Mais une chose ne se trouve pas nulle part, elle se trouve quelque part dans un lieu. Aristote nous dit: le lieu est contenant premier de ce dont il est le lieu, et il n'est rien de la chose. Fin de la citation. Le lieu désigne l'espace dans lequel une chose se trouve. Il ne se confond pas avec le corps même de la chose et il est inséparable. La suite du livre 3 de la physique s'interroge sur l'infini, sur son existence et sa nature, entendu comme grandeur de l'univers. Cette étude laisse place ensuite à la détermination du lieu, et cette détermination est essentielle dans la compréhension du mouvement. Le lieu chez Aristote est un objet physique de première importance. Il répond à la nécessité de dire où se trouvent les choses en particulier. Il faut savoir la situer dans le monde, selon la cosmologie et la logique. Le lieu est le contenant des choses, mais le lieu n'est pas un corps. Chaque corps possède un lieu propre qui le détermine à réaliser tel ou tel mouvement, suivant le lieu naturel auquel il appartient. En effet, le lieu n'est pas seulement un espace, il participe d'une certaine manière à la nature du corps. Aristote distingue deux genres de lieux, le haut et le bas. La notion de lieu ne peut se passer de la notion du temps. Nous parlons bien en effet d'espace-temps. Je cite une nouvelle fois Aristote. Nous mesurons non seulement le mouvement par le temps, mais aussi le temps par le mouvement, parce qu'ils se déterminent réciproquement, car le temps détermine le mouvement dont il est nombre et le mouvement le temps. Fin de la citation. Cela signifie que l'existence du mouvement et sa perception par l'âme sont nécessairement la conception du temps qui n'a autre que l'application du nombre au mouvement, c'est-à-dire une mesure du mouvement par la pensée. Le temps suppose l'existence du changement. Aristote prend pour bien le comprendre l'exemple de ceux qui ont dormi en Sardaigne à côté de héros pour qui le temps n'avait pas passé. Si intérieurement et extérieurement rien ne change, il est impossible de dire que du temps est passé. Le temps ne peut donc exister sans changement. Et plus précisément encore, le temps ne peut être perçu ou conçu par l'homme sans perception du changement, soit intérieurement dans la pensée, soit extérieurement par la modification des choses. Le temps et le mouvement sont donc corrélatifs. Le temps est un genre de grandeur, passé, présent, futur. C'est par l'antérieur et la postérieure que le temps est perçu, et son intermédiaire est le temps présent, c'est maintenant. Lorsqu'un instant succède à un autre, il y a temps. Nous allons parler maintenant des êtres vivants, de l'âme et de la matière, en commençant par une définition du vivant selon Aristote. Je cite: il y a plusieurs manières d'entendre la vie, et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour qu'on le dise vivant, que ce soit l'intellect, la sensation, le mouvement, et le repos selon le lieu, ou encore le mouvement qu'implique la nutrition, enfin, le dépérissement et la croissance. Fin de la citation. Cela signifie que l'âme est le principe de vie d'un être vivant ou animé. Âme se traduit anima en grec. Et elle se caractérise par différentes parties qui peuvent être ensemble ou isolées suivant la nature de l'être vivant. Il y a d'abord la faculté nutritive, qui est une fonction de croissance. Il y a aussi la faculté désirante, qui est une faculté motrice. Il y a aussi la faculté intellectuelle, que je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que c'est assez clair. Le traité de l'âme porte principalement sur la détermination de la nature de l'âme chez les êtres vivants. Parmi les corps naturels, les uns possèdent la vie, les autres ne la possèdent pas. La vie consiste fondamentalement à se nourrir, à croître et dépérir. Autrement dit, la fonction première à laquelle la vie est reconnue est la faculté de nutrition et la faculté de croissance. Ainsi, tout vivant est le composé entre l'âme et le corps. L'âme est la substance formelle, ousia en grec, et le corps est le substrat, c'est-à-dire la matière qui reçoit les déterminations de l'âme. L'être vivant est donc un composé de forme et de matière. Le vivant trouve son origine dans l'existence d'une âme. Un corps sans âme n'est donc pas un être vivant. Le principe de la vie animée réside donc dans l'âme et non dans la matière prise isolément. En effet, seule l'âme peut contenir les fonctions inhérentes à la vie, dont un principe interne de nutrition et de croissance. La faculté nutritive est aussi la faculté de reproduction. La deuxième faculté vitale est la faculté sensitive.
Celle-ci permet à l'animal de percevoir par un ou plusieurs sens le monde qui l'entoure. La troisième faculté qui caractérise une partie des êtres vivants est la faculté motrice, qui lui permet de se mouvoir spatialement et localement. La plupart des végétaux ne possèdent pas cette fonction motrice, alors que la plupart des animaux peuvent se déplacer. Enfin, la dernière faculté de l'âme est celle qui possède l'intellect, le nous, ou la rationalité, le logos, grâce à laquelle l'homme peut connaître et être suivant des principes éthiques. Cette faculté est la plus spécifique à l'homme d'ailleurs. Je cite Aristote. L'âme est la substance au sens de forme d'un corps naturel possédant la vie en puissance. Or la substance formelle est entéléquie. L'âme est donc entéléquie d'un corps. Cela signifie qu'il existe trois principes de l'être déterminant la substance individuelle. L'âme, le corps, et le composé entre l'âme et le corps. Il s'agit là d'un questionnement sur la fonction de l'âme. En effet, le corps ne saurait être identique à l'âme, car le corps ne compte pas au nombre des attributs d'un sujet, mais il est lui-même sujet et matière. Par exemple, on dit je, c'est ça, c'est le sujet. Pour Aristote, l'âme est immatérielle et formelle, tandis que le corps est matériel. Il ne possède donc pas la même nature. On peut dire je suis un corps. Le corps fait partie du sujet. L'âme, en tant que forme, est cause formelle du corps. Elle est principe actif qui détermine les mouvements et les changements du corps en fonction de la forme et de la nature de l'âme. Le corps d'une substance individuelle est, à sa naissance, inachevé, au sens où il n'a pas encore atteint son achèvement. Le corps est alors en croissance. Par exemple, le corps d'une graine croît en fonction de la forme contenue de manière intérieure, par l'intermédiaire de l'âme végétative qu'elle possède, afin de devenir telle qu'elle devrait être de manière achevée, à savoir un arbre. En effet, dans chaque graine sommeille un arbre. Donc l'âme de la graine, c'est de devenir un arbre, puisque l'âme a la forme d'un arbre. C'est ce que signifie l'expression, je cite, l'âme est entéléquie du corps. Cela vient de télos, en grec, qui veut dire la fin, le but et le terme final. Il désigne l'achèvement et la perfection d'une chose. Le corps, lui, est cause matérielle, et il n'est pas cause formelle ni cause finale. L'âme est la cause formelle et finale de la substance individuelle et du corps qui constitue le substrat de l'être individuel. Un être vivant est dit à sa naissance en puissance, c'est-à-dire ce qu'il sera à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il est en devenir. Tous les changements du corps ont pour but de l'amener à l'achèvement. L'âme possède donc la finalité du corps, et lorsque les deux principes âme-corps coïncident, le corps a atteint son achèvement conformément à la forme donnée par l'âme. Maintenant, nous allons parler de la destruction et de la génération des êtres vivants en introduisant une citation d'Aristote tirée de son traité de la génération et de la corruption. Je le cite. La matière est le substrat capable d'accueillir la génération et la corruption, et, d'une certaine manière également, le substrat des autres changements, car tous les substrats sont capables d'accueillir certaines contrariétés. Cela signifie que la génération et la corruption, c'est-à-dire la destruction, constituent les changements par la substance et adviennent sur un substrat qui reçoit les modifications, c'est-à-dire la matière. Le traité de la génération et de la corruption est un court traité dans lequel Aristote entreprend d'expliquer les principes et les causes de celles-ci. La génération et la corruption sont les causes par lesquelles les corps et les êtres apparaissent et disparaissent. La génération correspond à l'apparition, à la naissance, tandis que la corruption désigne sa destruction. Pour les atomistes, comme Démocrite et Leucippe, que nous avons vu dans un épisode sur les présocratiques, la génération et la destruction ont pour cause l'association ou la dissociation d'éléments corporels premiers, c'est-à-dire les atomes. Ils s'associent pour générer un être, et quand ils se dissocient, cet être est détruit ou corrompu. Mais cette conception est critiquée par Aristote, car ce dernier envisage la génération comme un changement des propriétés qu'un substrat matériel reçoit. Et la corruption est la perte des qualités de cette substance. Le changement n'est autre que l'apparition ou la disparition de propriétés dans ce substrat. Sans ce substrat, le mouvement serait absolu et universel, rien ne demeurerait suivant l'adage héraclitéen. Le terme de substrat est dérivé du latin substratum, qui signifie demeurer sous.
Le substrat désigne la réalité ou la chose qui demeure identique à elle-même sous les changements. Elle est ce qui sert de support aux propriétés changeantes qui deviennent en elle. L'idée de substrat est voisine de celle de substance, mais ne se confond pas avec cette dernière. En tant que tel, le substrat reçoit les contrariétés, et c'est à cette condition que ces dernières peuvent naître ou disparaître. C'est pourquoi le substrat est nécessaire au changement. Les contrariétés sont les propriétés des êtres qui apparaissent et disparaissent suivant les différentes catégories de l'être existant par couple d'opposés. Le changement est donc le passage d'une propriété, qualité, quantité, lieu, etc., à son contraire. Par exemple, dans la mort, le corps perd sa chaleur pour devenir froid. Si la génération et la corruption sont des changements, ils ne sont pas identiques à l'attraction. La génération est l'apparition d'une substance, tandis que l'altération est le changement d'une propriété reçue par un substrat qui a gardé une nature intrinsèque intacte, qui a conservé une unité et une identité. L'altération est le changement d'un sujet qui reste, alors que la génération est l'apparition d'un sujet, la corruption, sa disparition. Voilà, c'est la fin de ce 8e épisode de Philosophie Storia. Nous nous retrouvons au prochain épisode et nous parlerons d'éthique, de bonheur et de vertu. Merci de m'avoir écouté attentivement et je vous dis à bientôt.